Cet après-midi, après un programme qui était un peu varié ce matin, on est sur une session qui sera ciblée sur une seule thématique. Je l'annonçais en ouverture au niveau de la programmation. Nous allons évoquer la question des stratégies, des dynamiques de recherche qu'on peut mettre en place en éthique, en particulier en sciences humaines et sociales, dans le champ des maladies neurodégénératives, neuroévolutives. Christine Gazabon nous parlera un petit peu aussi. L'idée étant, alors on va vous faire un petit retour des assises qui sont tenues en septembre l'année dernière, qui est le fil conducteur de la dimension du questionnement éthique. Et à partir de là, alors de façon assez libre, soit on peut procéder de façon très séquencée, soit les échanges peuvent s'initier de façon assez libre, vraiment, c'est le dossier pour les personnes qui sont à la droite et qui interviendront. L'idée c'est aussi ensuite de voir quels axes un peu prioritaires ou stratégiques. Et au-delà de ça, de façon beaucoup plus concrète, quel genre de projet ou de collaboration on peut initier. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être lancées, notamment avec l'espace de réflexion éthique, on pourra vous en parler. Aurélie Geng, qui s'occupe de la mission observatoire, vous en parlera notamment en plus en détail. Mais l'idée aussi, c'est, avec vous qui êtes présent aujourd'hui, de voir en fonction de vos idées ou de vos propositions, comment on peut travailler derrière. Le but de cette plateforme, c'est pas de s'inscrire en surplomb et de dicter les actions, c'est de permettre la rencontre des acteurs et de faciliter autant qu'on peut, c'est ce que disait le professeur Aubry ce matin, des collaborations interdisciplinaires. Alors cet après-midi, pour en parler, je vous présente juste très rapidement, et puis je leur laisserai le soin de se présenter plus en détail si besoin ensuite. Pour en parler avec vous, à ma droite, Christine Casagrande, qui est la référente à l'ARS du plan maladie neurodégénérative. Ça, on peut le dire, j'ai le droit. Oui. Et qui a coordonné sur le fond et sur la forme toute l'organisation des assises, notamment l'année dernière. Je remercie également le professeur Thibaut Moreau, à qui je vais donner la parole tout de suite, qui va ouvrir notre séquence de travail, qui est neurologue et qui est le président du comité de pilotage du plan maladie neurodégénérative sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Juste à sa droite, je le remercie aussi beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui, Imad Sfer, qui est gériatre et en particulier président du RESEDA, qui est le réseau Alzheimer Bourgogne-Franche-Comté, qui est régional en tout cas. Et bientôt maladie neuroévolutive. Régis Aubry, qui est toujours Régis Aubry. Et Aurélie Geng, qui est responsable de l'espace de réflexion éthique, alors de la mission du réseau des comités d'éthique, certains membres qui sont présents aujourd'hui, vous la connaissez déjà, et qui est aussi responsable de l'Observatoire des pratiques au regard de l'éthique, qui mène, mais je te laisserai présenter un peu plus, l'Observatoire, un certain nombre d'études sur des questions éthiques et choses pour les professionnels, et peut-être, on l'espère, en lien avec le champ des maladies neuroévolutives. Voilà, je m'arrête de parler maintenant, je donne tout de suite la parole à Thibaut Moreau, que je remercie encore une fois d'avoir accepté d'ouvrir la session. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir invité. C'est un plaisir de faire cette petite introduction, surtout que je ne vais pas rester très longtemps avec vous parce que je suis très bloqué pour mon après-midi. Mais de vous dire combien je suis impliqué, ou en tout cas donc intéressé, voire enthousiasmé par cette dimension d'éthique, voire de partage donc dans ce domaine des maladies neuroévolutives. Alors simplement pour vous dire que un exemple tout bête, moi je suis participé du fait de mes fonctions nationales sur la sclérose en plaques à l'élaboration de ce plan des maladies neurodégénératives au ministère, et je rappelle qu'au départ on appelait ça plan des maladies neurodégénératives. Tout le monde était très content de ce terme en disant que c'est très bien, ça pourra regrouper à la fois les pathologies, Parkinson, sclérose en plaques, maladie Alzheimer, etc. Et donc on était fiers comme artaban, aussi bien au niveau des ministères qu'au niveau médical, de recherche, etc. Et puis petit à petit, donc, il y a eu donc, un lever de bouclier, mais tout à fait, je dirais donc amical, de dire que le mot dégénératif était totalement inadapté et qu'il fallait mieux mettre évolutive. Et bien ça, c'est une valeur symbolique de se dire que c'était l'expression d'un partage, d'une discussion donc, entre les professionnels pour dire qu'il y avait une erreur donc, qui avait été faite, et tout le monde était de bonne volonté, avait un enthousiasme certain à lancer donc, ce plan, et encore une fois
énarques et gens de terrain mélangés, si je puis dire, mais vous dire que voilà, il y avait eu une erreur purement donc de vocabulaire, mais qui avait une certaine valeur symbolique. Et moi, ça a été un vrai déclic de se dire, ben voilà, il y a des fois on est persuadé d'avoir raison, sans forcément avoir entendu, sans avoir forcément écouté, et qu'on prend une mauvaise voie. C'est pourquoi moi, il me semble très important de mettre cette dimension de réflexion éthique à toutes les approches de décision dans ce genre de stratégie, c'est-à-dire comme un plan, c'est-à-dire aussi bien dans le domaine de la recherche que dans le domaine du soin, que dans le domaine du médico-social. Et je dirais, je ferai deux petites remarques, deux petites phrases, c'est-à-dire que moi j'ai été très touché par les rencontres que j'ai eues avec Régis Aubry, en particulier quelque chose qui m'a toujours bouleversé dans ce que dit Régis, c'est le fait de dire que l'éthique appartient à tout le monde et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait normal sup pour avoir une éthique. Et alors ça paraîtrait que la praline est triviale, ce que je dis, mais c'est très très important. Et je vous dis que par exemple cet exemple du mauvais terme choisi est vraiment un très bon exemple. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que je suis persuadé que l'éthique appartient à tout le monde. Et puis la deuxième chose, c'est que tout le monde a besoin d'éthique. Alors ça, moi je prendrai un peu ma casquette un peu nationale là, où je m'occupe de la fondation, de la recherche sur la sclérose en plaques, etc. Donc il y a vraiment des chercheurs, mais très chercheurs, donc avec les éprouvettes, voilà, donc analysant le génome et tout. Et on avait demandé, donc, dans les projets de recherche au niveau national, qu'ils soient encore une fois très fondamentaux, très soins, de mettre un projet qui était plus sciences humaines éthiques. Voilà, on a une espèce de tableau où Régis participe à ce jury. Et moi, j'avais été enthousiasmé de l'excellent accueil des chercheurs purs et durs, mais des vrais chercheurs, je vous dis, voilà, professeur Nabus, hein, parfois, hein, donc vraiment des gens qui ne connaissent pas le terrain, et de vous dire combien ils étaient enthousiasmés par cette approche. Avec d'ailleurs un vrai succès, puisque ce projet, donc cette année, marche formidablement bien, avec des rencontres de personnes très différentes, de philosophes, de sociologues, etc. Et encore une fois, de gens qui n'ont pas un profil forcément donc, homogène. Il y a des gens très différents qui peuvent s'exprimer. Donc pour vous dire combien c'est important, et je crois que c'est aujourd'hui dans les décisions qu'on prend, quelles soient les décisions intellectuelles, encore une fois, que ce soit de la recherche, du soin, etc., mais même, je dirais, sur la gestion des fonds que nous donne l'État, si je puis dire, pour mener à bien certaines fonctions, il est important de pouvoir donc avoir une réflexion, d'écouter, parce que parfois on prend une orientation qui est parfois fausse, et je crois que vraiment c'est pas antinomique du tout avec, encore une fois, des choses très fondamentales, très rudes de recherche fondamentale. Donc c'est pourquoi moi je suis enchanté, donc on ait mis cette dimension très tôt dans le plan des maladies neuroévolutives pour la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui était déjà un peu notre volonté nationale. C'est beaucoup plus dur au niveau national d'avancer par petites touches, enfin d'avancer, si je puis dire, dans ce domaine-là. Je crois qu'on a donc quand même montré un peu l'exemple pour notre région dans ce domaine-là. Ça intéresse beaucoup. Et puis c'est une espèce de capacité de fédération, et l'éthique est parfois présentée comme étant parfois, peut tendre parfois vers la démagogie de temps en temps dans certains journaux du quotidien, ou parfois pour bien répondre au cahier des charges d'un appel d'offres du gouvernement ou je ne sais quoi. Et bien je ne suis pas d'accord. Moi je pense qu'au contraire c'est vraiment un truc de terrain pour tout le monde, à tous les niveaux, pas forcément réservé à une élite intelligentsia ou je ne sais quoi. C'est vraiment, et on le voit au quotidien. Moi je suis fasciné quand et encore une fois c'est pas du tout de la fagonerie ou de la démagogie, quand te parle une aide-soignante sur voilà, les difficultés de soins d'un patient, je peux te dire qu'elle est autrement plus performante que ce que je peux savoir sur le soin moi. Enfin, je veux dire, et c'est un apport, c'est une arrivée, et puis même sur le plan de discussion, je dirais de réflexion éthique, c'est extrêmement fort. Et encore une fois, c'est vraiment une chaîne, et chacun des maillons de la chaîne apporte quelque chose. Alors voilà, moi mon discours sera extrêmement pragmatique et très trivial, mais très militant, pour dire qu'on se doit d'avoir cette réflexion dans nos actions, et même dans les actions les plus
pragmatiques, les plus, si je puis dire, administratives, les plus qu'on peut être amené à avoir dans nos activités quotidiennes. Et pour vous dire combien moi je suis enchanté que pour le coup cette réflexion est très vive dans notre Bourgogne-Franche-Comté, et que donc tout ce qui a trait à projet qui peut être dans ce domaine un petit peu de sciences humaines, je ne sais pas comment il faut vraiment appeler, parfois il ne faut peut-être pas être trop restrictif dans les termes. Nous on est, je crois, extrêmement donc friands de ce genre de projet qui en plus génère des débats, des partages d'expériences sans avoir la solution. C'est ça qui est génial quand même. Tu arrives à causer et tu n'as pas la solution. Donc c'est quand même, je trouve que c'est bien la nature humaine et ça enrichit énormément. Donc merci beaucoup moi à l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté d'éthique et puis de vous dire combien nous on sera adhérents, nous praticiens de base, en tapant sur les réflexes quotidiennement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors effectivement, dans le cadre du plan maladie neurodégénérative, puisque le plan au départ voilà, avait cette terminologie-là, alors c'est déjà un plan qui va, comme on dit, s'autodétruire le 31 décembre 2019, mais je rassure quand même, il y aura une suite. Voilà. Une suite, que ce soit sous forme de stratégie ou que ce soit forme d'un second plan, parce on en est, je dirais, le plan a été annoncé fin 2014, on a commencé avec la fusion des régions à le mettre véritablement en place à partir de 2016. Donc il y a avec toute des actions de concertation auprès des représentants d'associations d'usagers, des partenaires qui nous ont pris quand même un certain temps, parce que ce plan-là, au niveau régional, on n'a pas construit sur un coin de bureau tout seul en disant on sait tout, pas du tout. Ça a été vraiment quelque chose qui a été construit ensemble, et nombreux ont été les partenaires des champs sociaux, médico-sociaux, sanitaires qui ont participé justement à la conception de ce plan. Alors le plan maladie neurodégénérative, c'est un plan effectivement qui était au départ plutôt axé sur les maladies Alzheimer et apparentées, et on a eu la chance justement que ça s'ouvre aux maladies neuroévolutives, puisqu'on ne réduit pas maintenant, on va dire, les maladies et le patient à une dégénérescence de cellules, mais on reprend bien l'individu dans sa globalité, et ce plan-là était important parce que justement, on parle de parcours de santé, mais parcours de vie aussi, puisque même la vie professionnelle, par exemple, du malade jeune, doit être prise en compte justement dans ce nouveau plan. Alors ce plan maladie neurodégénérative, donc c'est 4 axes, 12 enjeux et 96 mesures. Alors la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que je ne vais pas vous présenter les 96 mesures. Bon, vous voyez, à quoi vous échappez déjà. Simplement, juste vous dire un petit mot quand même sur les 4 axes, simplement pour recentrer certaines choses qu'on va dire. L'axe 1, c'est tout ce qui concerne soigner et accompagner tout au long de la vie, donc c'est vraiment tout au long de la vie et sur l'ensemble du territoire, avec cette idée de proximité, mais qui est très prégnante dans ce plan-là. Et donc, notamment, c'est tout ce qui est diagnostic de qualité, évaluation globale et partagée des situations, garantir un programme personnalisé de soins, donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la maladie, donc aussi la question de l'évolution de ce qui est proposé. L'adaptation de la formation des professionnels, alors là dans les demandes, la formation c'est plus, hein, ça peut être évidemment la formation des professionnels pour le meilleur accompagnement, la formation des aidants, même si c'est une formation sensibilisation, la formation c'est vraiment quelque chose où on va mettre encore plus l'accent que ces dernières années. L'axe 2, c'est tout ce qui est rendre la société adaptée aux enjeux de ces maladies neurodégénératives et pouvoir atténuer justement les conséquences personnelles et sociales sur la vie de toutes ces personnes et puis de leurs proches aidants, parce que le proche aidant, là, vraiment fait partie intégrante. Hein. On donne souvent des chiffres en disant le plan concerne 1 à 2 millions de personnes quand on considère les 3 pathologies principales qui sont dans ce plan maladie neurodégénérative, c'est-à-dire Alzheimer, maladie apparentée, maladie de Parkinson et apparentée, et puis sclérose en plaques. Bon, il ne faut pas oublier aussi les maladies d'Huntington, enfin d'autres pathologies. Mais en fait, si vous dites qu'il y a 1,5 million de malades qu'on connaît, qui sont diagnostiqués, en fait, c'est plus de 3 millions de personnes qui sont impactées, parce que le proche aidant et puis la famille plus large sont impactés aussi. Donc dans cet axe 2, vous avez notamment, alors c'est
L'enjeu 6 qui est favoriser le lien social, les liens de proximité, l'innovation sociale et lutter contre l'isolement. Mais dans cet axe-là, vous avez aussi une mesure qui est s'attacher à mener une réflexion éthique et de respect des droits dès lors qu'il y a intervention au domicile. Et là, c'est très important d'avoir une réflexion par rapport à cet accompagnement au domicile, parce que ça pose la question de l'évaluation pluridisciplinaire, on pourra y revenir, ça pose le problème des restrictions de capacité, comment concilier les besoins d'aide qui sont induits et puis la liberté de choix. Ça concerne aussi, comme l'intervention au domicile, on va dire l'intrusion quand même dans le domaine et dans la vie intime des personnes. Et en plus, alors c'est déjà des interventions humaines, mais alors de plus en plus aussi des interventions avec des équipements techniques. Et finalement, le lieu de vie, est-ce qu'il est encore le lieu de vie de la personne? C'est avec des interventions bien intentionnées, mais qui peuvent être aussi vécues comme intrusives, et finalement correspondre à une sorte d'enfermement finalement de ces malades chez eux, alors même qu'on veut l'inverse, qu'on veut les aider bien sûr à rester au domicile, mais dans d'autres conditions. Donc tout un tas de questionnements vont aussi se poser effectivement dans le cadre de cet enjeu. Excusez-moi, il y a un petit peu de décalage entre le son et l'image. Voilà, et en fait aussi dans cet enjeu 9, toujours dans le même axe, c'est faire des droits de la personne et de la réflexion éthique un levier de la conduite du changement. Alors ça peut être aussi bien dans cette mesure mobiliser l'espace national de réflexion éthique sur un champ bien sûr plus large que la maladie d'Alzheimer, même si déjà ces réflexions autour de la maladie d'Alzheimer ont permis de lever justement des questionnements qui de toute façon s'adressent plus largement aux personnes souffrant de maladies neuro-évolutives, mais aussi aux personnes souffrant de handicap. Et poursuivre la structuration des ressources spécialisées en réflexion éthique et plus largement en sciences humaines et sociales au niveau régional et interrégional au travers justement de réseaux des espaces régionaux éthiques. Alors c'est sûr, au départ la réflexion, on parle de malades, alors la réflexion était beaucoup médicale et biomédicale. Bon, personne me saute dessus, je peux y aller. Mais en fait, cette réflexion doit aussi maintenant vraiment s'inscrire au niveau des sciences humaines, parce que l'individu, justement, il est pris dans sa globalité. D'autant plus qu'il y a des pathologies pour lesquelles on n'a pas vraiment de traitement, où les traitements ne pourront pas guérir la personne. Donc, ce qui est nécessaire maintenant, c'est vraiment d'étudier justement ces pathologies, le vécu des personnes, le vécu des malades et des aidants sous un autre angle, justement pour les accompagner différemment. Alors bien sûr, complémentairement au traitement, mais aussi savoir finalement le vécu de ces traitements, c'est aussi quelque chose qui est important, comment c'est vécu, comment les essais thérapeutiques sont vécus, etc. Vous avez aussi un axe 3, c'est justement développer et coordonner la recherche sur les maladies neurodégénératives avec deux axes qui étaient importants, c'était la dynamisation et une meilleure coordination des recherches sur les maladies neurodégénératives et aussi inscrire justement cette recherche au niveau national avec aussi des cohortes, des moyens différents qui permettent d'avoir une vision globale et de faire avancer justement beaucoup plus vite la compréhension de ces pathologies, de ces diverses pathologies, et mieux comprendre aussi évidemment ces maladies pour prévenir leur apparition et ralentir leur évolution. Si on ne peut pas les guérir pour le moment pour certaines, au moins essayer de voir ce qui peut être fait pour en ralentir l'évolution, et donc là ça donne lieu à des expérimentations qu'on évoquera sans doute cet après-midi. Et puis le dernier axe, c'était faire de la gouvernance de ce plan un véritable outil d'innovation, de pilotage des politiques publiques et de démocratie en santé. Et il faut savoir donc que nous, on a été très, très attentifs justement, comme je vous l'ai dit, à ce que ce plan soit aussi l'occasion d'expression, de participer, de co-construction, aussi de co-construire justement ces axes ensemble. Et ce plan aussi, la particularité, alors j'allais dire en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il n'y aurait que 2-3 régions en France qui le font, c'est que toutes les orientations que je vais vous présenter très brièvement juste après, en fait s'inscrivent dans le projet régional de santé 2018-2028. Ça veut dire de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, ces actions-là, ces préoccupations-là, on les conserve, l'éthique en fait partie aussi. Et donc, quelle que soit la forme que prend la suite du plan, nous, on va continuer à travailler dessus. Je pense que Thibaut Moreau est d'accord. Tout à fait. Voilà, j'ai confirmation, donc on continue. Et donc, c'est important de savoir ça parce que ça nous donne aussi quelque chose qui est structuré et pour lesquels il y a une idée de pérennité. L'orientation 5 du plan maladie neurodégénérative, donc aussi, alors là je vais vous présenter les axes du plan.
Non, je me trompe de touche. Alors, la seule. Je me trompe, mais voilà. Voilà, donc on avait défini ensemble 5 grandes orientations et ça correspondait vraiment aux préoccupations, donc à la fois des professionnels, des associations d'usagers et aussi des malades qui avaient justement donné leur parole aux responsables d'associations d'usagers. Le premier point, c'est sur l'information et la communication, rendre lisible l'offre, favoriser les articulations et les synergies en menant des actions d'information et de communication. Alors bien sûr, la lisibilité de l'offre, c'est quelque chose qui va revenir, et comme on le verra tout à l'heure, c'est pas non plus parce qu'il y a une offre qui est proposée qu'on pense adopter, peut-être qu'il peut dans certains cas relever d'une boîte à outils, mais aussi qui a été pensée pour répondre aux besoins à la fois des personnes malades et des proches aidants. C'est pas parce qu'il y a l'existence de cette offre que justement elle va être utilisée. Donc l'important c'est aussi de se questionner sur le savoir pourquoi une offre qui normalement a été construite, des fois co-construite, au final n'est pas utilisée par ceux qui la demandaient. Et là ça renvoie à des aspects justement qu'il peut y avoir d'accessibilité, mais aussi à des accès psychologiques qui sont très importants aussi d'accompagner, pour amener les personnes à profiter de cette offre. Améliorer la qualité des diagnostics, des prises en charge et de l'accompagnement des patients et des proches aidants en menant des actions de formation et de sensibilisation. Effectivement, c'est pour améliorer, on a eu des remontées concernant par exemple les prises en charge de malades de Parkinson, donc en établissement, qui ne sont justement pas adaptées parce qu'on soit ces personnes ne demandent rien, soit on ne sait pas vraiment décoder leur comportement, soit on n'a pas assez de connaissances peut-être sur justement un accompagnement de qualité pour une pathologie qui nécessite des traitements, qui demande aussi un respect de certains horaires, enfin qui a des particularités. Et on s'attachera peut-être plus aux malades qui justement s'agitent, qui sont dans la revendication, l'opposition qui demande, qu'à des malades qui ne demandent rien. Donc là aussi c'est quelque chose qu'il est important de repérer. Construire un programme d'aide et de soutien de répit des aidants. On a vu ce matin qu'il y avait pas mal d'études qui portaient justement sur les proches aidants. Et effectivement, le proche aidant, finalement, c'est aussi c'est lui qui permet à la personne malade de rester à son domicile dans les meilleures conditions. Mais l'idée, pour nous, ce qui se pose, c'est comment aider un aidant à aider sans être sur les dents, en étant aidé et en acceptant justement d'être aidé. Et ça, c'est un questionnement qu'on a qui est très pragmatique, mais qui soulève justement plein de questionnements derrière qui justement peuvent relever de l'éthique. Donc ça, c'est quelque chose, l'aide aux aidants, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a mis l'accent aussi. Et puis c'est toute l'amélioration des parcours de vie des patients, en capitalisant, en mutualisant, en expérimentant, en coordonnant par diverses façons, en facilitant aussi les échanges entre les professionnels, et toujours dans une idée d'équité, que toutes les personnes en Bourgogne-Franche-Comté puissent quand même bénéficier du même service. Alors c'est un objectif sur lequel on tend vers, ça dépend des territoires, c'est pas toujours facile à mettre en place. Bon, on disait il n'y a pas besoin de solutions, mais nous on essaie quand même de rechercher des solutions. L'accessibilité, la transversalité, tout en respectant les spécificités, parce que là on a un plan finalement qui s'attache à différentes pathologies, mais avec des points communs. Donc comment travailler justement de façon transversale sur ces points communs, par exemple au niveau de l'aidant, au niveau de la formation, etc. Et puis toujours dans le respect justement de ces questionnements éthiques. Et donc nous on est très soucieux justement de cette approche éthique qui va permettre de prendre de recul aussi avec les pratiques, avec ce qu'on fait, s'interroger, et quel que soit justement un des aspects de plan que nous allons traiter. Donc, au niveau de la formation, merci, je m'excuse. Pourtant, je n'avais pas parlé des 96 mesures. Je les connais par cœur, vous les avez déjà Je suis vraiment confus. Voilà, au niveau de l'information et de la formation, donc, il a été dit justement qu'on devait, alors c'était une commande du national, c'est que dans toutes les régions, on devait organiser donc des assises. Et ces assises étaient destinées déjà à faire connaître le plan maladie neurodégénérative nationale, les grands axes, voilà. De faire connaître aussi les orientations des plans maladies neurodégénératives en région.
Et aussi, pour nous, bien sûr, de faire connaître l'offre existante, que les personnes puissent échanger aussi au niveau de l'offre, s'informer, mais aussi, surtout, faire échanger les publics et les professionnels ensemble, et justement sur ces problématiques éthiques qui s'attachent justement à différents types d'accompagnement ou différents axes de travail. Donc, c'est... Voilà. Donc, ces assises ont eu lieu, donc c'était en septembre, j'allais dire dernier, mais non, de l'année 2018, donc à Dijon. Et donc, se sont caractérisées, alors il y a eu des interventions en plénière, il y a eu des tables rondes simultanées qui sont déroulées au même moment, un micro-trottoir qui nous a permis aussi de recueillir le ressenti des personnes qui étaient justement interviewées dans la rue, une vingtaine de stands, où là, il y avait effectivement l'information, il y a eu beaucoup d'échanges sur ces stands. Alors, une halte répit aussi, parce que comme on parle d'accessibilité, il faut être cohérent, il faut rendre justement accessibles aussi les événements. Donc, on avait mis sur pied une halte relais pour que les personnes malades puissent justement se reposer, et puis même les personnes qui le souhaitaient, voilà, avoir un petit temps de calme et de répit. Alors, un couple de chouettes thérapeutes qui ont aussi contribué justement par le rapport particulier, sensoriel aussi, géré à l'accueil justement de ces personnes malades, un caricaturiste, et surtout plus de 600 inscrits. Alors je dis inscrits parce qu'en fait il y en avait beaucoup plus, mais on n'a pas trop pu au bout d'un moment définir le nombre, mais en fait des personnes qui étaient très motivées justement pour échanger lors des différentes tables rondes. Alors à noter aussi l'importante implication des associations de représentants d'usagers, qui sont partie prenante alors, depuis le début du plan maladie neurodégénérative, qui bien sûr ont tenu les stands, mais pas seulement, qui ont aidé aussi à préparer l'événement et aidé à faire remonter aussi certaines problématiques qu'on voulait évoquer en table ronde. Alors la suite de ces assises, pour nous, c'était pas d'avoir comme on dit, un one-shot, c'est-à-dire un événement, puis après, ça y est, on l'a fait, basta. Non, c'était vraiment que ces assises, que les réflexions de ces assises servent de point de départ à d'autres réflexions, notamment en matière éthique, justement en région, au niveau de l'ARS, en tout cas, on n'avait pas encore vraiment, on va dire, empoigné. Donc justement, l'intérêt, c'était de poursuivre la réflexion. Et je dirais, c'est bien parce qu'une journée comme celle d'aujourd'hui, finalement, c'est aussi une des suites des assises maladies neurodégénératives. Alors là, on peut en remercier donc Régis Aubry et Armand Diran et puis Aurélie, voilà, pour l'organisation de cette journée. Alors, un des premiers thèmes, l'aide aux aidants. Je me permets, comme là, on va aborder la restitution des 4-5 tables rondes, les 5 thématiques qui étaient abordées pendant les assises, à partir desquelles, Régis, tu avais d'ailleurs fait une synthèse de ces questionnements. L'idée, c'est peut-être d'aborder chacune de ces thématiques. Je redonne, désolé, Christina, qu'on l'aborde. Et Régis, si tu veux réintervenir, toi, sur les questions que ça avait soulevées. Imad, si vous voulez, sans souci, rebondir sur ce qui mériterait d'être questionné un peu plus avec l'approche que vous avez à la fois sur le questionnement éthique et la pratique clinique. N'hésitez pas, et puis si dans la salle vous souhaitez aussi intervenir par rapport à ce qui est dit, profitez-en, il y a des micros, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, donc on peut un peu plus échanger, ça donnera peut-être un autre rythme à l'après-midi que la matinée qui était dans une approche un peu plus présentation standard.